sclérose en plaques. Nous allons commencer par une conférence donnée par deux médecins neurologues qui sont avec moi. Je vous les présenterai tout à l'heure. Une conférence de 45 minutes. À chaque fois, à la fin de chaque séquence, je vous propose de poser les questions. On ne les posera pas au fur et à mesure, on les posera à chaque fin de séquence. Il y aura un micro à droite, un micro à gauche qui circuleront. Donc il faut poser les questions dans le micro tout simplement parce que cette conférence est enregistrée et donc pour que ça passe bien à l'enregistrement, il faudra bien attendre d'avoir le micro pour poser votre question. Donc 45 minutes sur la maladie, la physiopathologie de la sclérose en plaques et la stratégie thérapeutique, les médicaments dont on dispose. Une deuxième table ronde qui commencera donc un peu plus tard que prévu maintenant, après 45 minutes, vers 15 heures. Une table ronde sur la prise en charge à chaque étape de la maladie. Nous aurons un témoignage d'une patiente qui vient de la région parisienne pour nous parler de son vécu. Nous aurons également, nous allons parler de cette prise en charge en équipe et de la prise en charge non pharmacologique, toute cette nouvelle approche de la maladie. Ce sera pendant 1 heure. Là encore, on posera les questions. Je vous proposerai de poser vos questions en fin de séquence. Il y aura un quart d'heure. Et puis ensuite une pause quand même pour aller voir les nombreux stands qui sont installés dans le hall que vous avez peut-être déjà commencé à rencontrer. Moi j'ai fait mon marché, j'en ai récupéré plein, mais c'est vrai que plein de documentation, et c'est vrai que n'hésitez pas, ils sont là pour ça, ils sont très heureux d'être là avec nous aujourd'hui, tous nos partenaires. Et donc nous reprendrons à 16h15 pour la dernière table ronde de 55 minutes. Alors ce sera peut-être un peu plus que 16h15, on va voir comment on adapte. Nous parlerons des solutions qui existent aujourd'hui pour aider les malades et leurs proches, que ce soit dans leur vie quotidienne, leur vie de citoyen, leur vie professionnelle également. Et nous parlerons de cette plateforme de répit qui existe également dans notre département des Deux-Sèvres. Et justement, je vous propose, je vais passer la parole à Emma Moyon ou à Alice Balu qui sont organisatrices de cet après-midi. Sans elles, on ne serait pas là. Donc je vous passe la parole. Elles vont vous expliquer d'abord pourquoi cette initiative et puis ensuite les remerciements à nos partenaires. Merci. Donc, bonjour à toutes et tous. Bienvenue déjà à cette conférence. On est ravis de vous voir aussi nombreux. Alice et moi-même, on représente les plateformes d'accompagnement et de répit pour les aidants. Donc la plateforme de répit Sud de Sèvres et la plateforme de répit Nord de Sèvres. On aura l'occasion de vous expliquer en quoi consistent un petit peu nos missions et nos dispositifs au cours de l'après-midi. La deuxième table ronde, donc après la pause. Voilà, c'est ça. Donc nous, on a organisé cette conférence justement dans le cadre de nos missions en tant que dispositif d'information et de soutien. On a voulu faire un focus sur la sclérose en plaques, qui est un public qui peut être accompagné par nos dispositifs, et notamment les aidants qui accompagnent un proche. C'est dans ce cadre-là qu'on a été soutenu pour organiser cette conférence. On voulait remercier la Massif de nous accueillir dans leurs locaux et de nous mettre à disposition ce bel auditorium. On remercie aussi tous les partenaires qui ont été impliqués sur l'organisation et la mise en œuvre de cet après-midi. Les partenaires présents sur les stands, et puis bien sûr la conférence des financeurs, l'ARS et le conseil départemental qui sont aussi financeurs de l'action. Alice, je te laisse compléter si tu veux. Donc merci à tous d'être là. On vous souhaite une bonne conférence et puis il y aura plein de temps d'échange possible. Donc n'hésitez pas à nous interpeller pour que vous puissiez poser les questions. La conférence va être enregistrée, donc on fera passer les micros pour que les questions puissent être bien entendues et retranscrites lors de l'enregistrement. Voilà. Juste pour compléter, dans vos petites poches, il y a des questionnaires de satisfaction. On vous invitera à les remettre à la sortie, là où vous avez pu émarger, dans une petite boîte pour recueillir vos avis. On vous remercie par avance. Ça, c'est très important parce que ça nous aide à améliorer
ces rendez-vous que nous vous proposons. Merci Emma, merci Alice, on vous retrouve tout à l'heure. Moi, je remercie aussi Jean-Charles qui sera à la technique, qui est à la technique et qui va, grâce à lui, donner du son à cet après-midi. On commence avec cette première conférence. Et je vous propose d'accueillir nos deux premiers intervenants, deux médecins neurologues, Vanessa Chevillon du Centre hospitalier de Niort et Mathilde Rasclar du CHU, Centre hospitalier universitaire de Poitiers. Merci beaucoup d'être avec nous. Et Vanessa Chevillon, vous allez commencer par nous présenter cette maladie qu'on appelle dans le langage courant la CEP. On lui a donné comme un surnom, comme si on la connaissait bien. Mais est-ce qu'on la connaît si bien que ça? On vous pose la question, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas encore? Je vous laisse nous éclairer. D'abord, bonjour à tous. Merci aux organisatrices de nous avoir permis de parler un petit peu de cette maladie qui est effectivement peut-être pas si bien connue que ça. Voilà, pour cette journée mondiale de la CEP. Voilà. Donc d'abord, quelques chiffres. Alors, il faut savoir que la sclérose en plaques, c'est quand même la première cause de handicap moteur acquis non traumatique chez l'adulte jeune. Ça concerne à peu près 120 000 personnes en France et 2,8 millions de personnes dans le monde. Il faut compter environ 3 000 nouveaux cas par an. Et ça touche principalement les femmes. 3 femmes sont touchées pour un homme dans la population. Donc, je vais d'abord faire un rappel sur qu'est-ce que la sclérose en plaques, qu'est-ce que c'est qu'une maladie inflammatoire, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent prédire l'apparition d'une sclérose en plaques, comment est-ce qu'on va faire le diagnostic dans notre pratique courante et quelle est l'évolution de la maladie. Donc la sclérose en plaques, c'est une maladie inflammatoire démyélinisante qui va toucher le système nerveux central. Donc le système nerveux central, c'est d'une part le cerveau, mais également la moelle. Dans ce système nerveux, donc il est constitué de neurones qui ont une partie qui est la cellule nerveuse, le corps cellulaire, et duquel partent des fibres nerveuses qui sont donc l'axone et qui va être entouré d'une gaine pour le protéger qui s'appelle la myéline. Et c'est cette partie-là qui va être touchée dans la sclérose en plaques. Donc qu'est-ce que c'est l'inflammation? Qu'est-ce qui se passe? C'est une désorganisation de notre système nerveux, de notre système de défense immunitaire qui va faire que de façon anormale, des globules blancs, et en particulier des lymphocytes, vont passer du sang vers le système nerveux, donc vont franchir la barrière hémato-encéphalique. Ces globules blancs vont aller attaquer de façon anormale la gaine qui protège le nerf, qui est donc la myéline, et créer des plaques d'inflammation, ce qui fait qu'on appelle ça la sclérose en plaques. Quand les plaques vont se multiplier, donc sous forme de poussée, au bout d'un certain temps d'évolution, elles vont finir par toucher l'axone qui va se dégrader, et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut voir apparaître un handicap et qu'on passe dans ce qu'on appelle la forme progressive de la maladie, dont je reparlerai un petit peu après. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs qui vont prédisposer à l'apparition de cette maladie? Alors, c'est tout d'abord une maladie qui touche en priorité l'adulte jeune, entre 20 et 40 ans, en règle générale. Après, la maladie peut quand même se développer plus tardivement. Il y a certainement un facteur hormonal qui va jouer, puisqu'on sait qu'il y a beaucoup plus de femmes qui sont touchées que d'hommes. Maintenant, le côté hormonal ne suffit pas non plus pour développer une sclérose en plaques. Il y a des études qui ont été faites pour essayer de mettre des traitements hormonaux dans les traitements de fond, et ça n'a pas permis d'améliorer les choses. Donc le côté hormonal ne suffit pas à développer la maladie. On sait également qu'il y a ce qu'on appelle un gradient nord-sud, donc à la fois dans le monde où il y a plus de personnes touchées dans la partie nord de la planète que dans le sud. Et ce qu'on peut voir aussi sur cette carte de France, on voit que la prévalence, donc le nombre de personnes touchées dans le nord, représentées en rouge et en orange, est beaucoup plus important que dans le sud de la France. Donc probablement lié à un ensoleillement, peut-être en lien avec la vitamine D, une carence en vitamine D également.
Donc pourquoi est-ce qu'on va développer une sclérose en plaques? C'est toute la question. On ne sait pas vraiment encore répondre à cette question-là. On sait qu'il y a plusieurs facteurs qui vont intervenir. Donc on sait qu'il y a un rôle des virus qui va jouer, notamment un qui s'appelle donc EBV, c'est l'Epstein-Barr virus, c'est celui qui est responsable de la mononucléose infectieuse. On sait que ce virus a probablement un lien, puisque dans la population générale, il y a quand même 90% des personnes qui vont être en contact avec ce virus, alors que les personnes qui vont développer une sclérose en plaques, quasiment chez presque 100% de ces personnes, on a retrouvé une sérologie positive. Donc on sait qu'il y a probablement un lien avec le fait d'avoir été en contact avec ce virus, mais qui ne suffit pas non plus pour développer la sclérose en plaques. Il y a des facteurs environnementaux, donc comme j'ai dit tout à l'heure, l'ensoleillement, la carence en vitamine D, le tabac. On sait que c'est un facteur qui va favoriser l'apparition de la maladie, mais aussi l'évolution. Donc c'est pour ça qu'on va conseiller rapidement, quand on fait le diagnostic de la sclérose en plaques, d'arrêter la consommation de tabac. Probablement d'autres facteurs environnementaux vont jouer, des pesticides, le microbiote aussi, on en parle. Surconsommation de sel, ça a été évoqué aussi, mais rien de prouvé pour l'instant. Et puis, une susceptibilité génétique. Donc, il n'y a pas de gènes en particulier qui ont été retrouvés, mais on sait qu'il y a des personnes peut-être plus susceptibles sur le plan génétique. Dans la population générale, on a un risque de 0,1 à 0,3% de développer la maladie. On sait que si on a un parent du premier degré, frère, sœur, le risque va passer à 1%. Et chez les personnes qui ont un frère jumeau, une sœur jumelle, ce risque augmente et passe à 38%. Donc, il y a probablement un facteur génétique qui joue, mais qui ne suffit pas pour développer la maladie. Donc, c'est tous ces facteurs, virus, facteurs environnementaux et probablement génétiques, qui vont aboutir à la réaction auto-inflammatoire. Je voulais faire juste un petit aparté par rapport au vaccin. On a parlé, notamment dans les années 1996, du risque de développer une sclérose en plaques après avoir été vacciné contre l'hépatite B. Finalement, beaucoup d'études bien menées ensuite n'ont jamais permis de mettre le lien évident entre un vaccin, et notamment celui de l'hépatite B, et le développement d'une sclérose en plaques. Donc aucun lien avec les vaccins et le fait de développer la maladie. En revanche, maintenant, on conseille à tous nos patients qui ont une sclérose en plaques de se faire vacciner et de suivre le calendrier vaccinal comme pour la population générale, parce que les traitements, donc ma collègue en reparlera sûrement après, mais qu'on met en place sont faits pour baisser les défenses immunitaires et donc baisser les lymphocytes, et donc le risque infectieux lié au traitement qu'on a actuel est beaucoup plus important que le risque de développer une sclérose en plaques après s'être fait vacciner. Pareil, les vaccins ne vont pas déclencher davantage de poussées, ce qui est le cas même pour le vaccin anti-Covid. Le seul sur lequel on a peut-être plus de réserves, c'est celui contre la fièvre jaune. Voilà, où peut-être il y aura un risque un peu plus important de développer, de faire une poussée. Donc, comment est-ce qu'on va faire le diagnostic en pratique courante? Donc, tout d'abord, bien sûr, sur l'interrogatoire, l'examen clinique, on va rechercher des poussées, ce dont je vais parler un petit peu plus après. On va réaliser une imagerie cérébrale pour rechercher donc les fameuses plaques. Donc, c'est les petits points blancs là qu'on voit sur l'IRM cérébral, ce qu'on va rechercher également au niveau de la moelle, sur l'IRM médulaire. On va également faire un bilan sanguin avec des prises de sang complètes, notamment pour écarter d'autres maladies inflammatoires qui pourraient donner quelques images similaires sur l'IRM. Et puis pour terminer, on fait une ponction lombaire pour rechercher et confirmer l'inflammation au niveau du système nerveux central. Donc depuis quelques années, le diagnostic est fait de plus en plus tôt. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il fallait avoir probablement 2 poussées pour pouvoir poser le diagnostic de sclérose en plaques, avoir de nombreuses images et moins 9 lésions sur l'IRM cérébral pour pouvoir poser un diagnostic. Maintenant, avec l'avancée, on sait qu'on peut poser un diagnostic beaucoup plus précocement. On ne va pas attendre la 2e poussée pour aller poser le diagnostic, une seule suffit, avec une imagerie cérébrale qui va être également évocatrice de la maladie. Et on n'attend plus non plus d'avoir 9
lésions, donc beaucoup de petits hypersignaux sur l'IRM, mais simplement 2 même peuvent suffire, avec une ponction lombaire qui est également en faveur de la maladie. Donc on pose le diagnostic beaucoup plus précocement qu'il y a quelques années. Quels vont être les symptômes? Alors ils sont assez variés. Le symptôme le plus fréquent qu'on va retrouver, c'est quand même la fatigue, qui est présent chez à peu près plus de la moitié des personnes suivies pour une sclérose en plaques. On peut avoir la vue qui va être touchée par ce qu'on appelle la névrite, c'est l'inflammation du nerf de l'œil, qui peut donner une baisse de la vue, qui peut donner une douleur à la mobilisation des globes oculaires. Il peut y avoir donc un engourdissement d'un bras, d'une jambe, une perte de sensibilité. Parfois, ça peut être aussi des difficultés, besoin impérieux d'aller uriner, et puis des problèmes de marche, une fatigue à la marche qui apparaît anormalement. Et parfois, au bout d'un certain temps d'évolution de la maladie, il peut y avoir aussi des difficultés plus de concentration. Donc la poussée, ça va être un de ces symptômes qui va apparaître de façon progressive sur quelques heures ou quelques jours. Contrairement à un AVC où l'engourdissement va apparaître brutalement, dans la sclérose en plaques, le déficit va apparaître de façon plus insidieuse sur quelques jours. Pour parler de poussée, il faut que ce symptôme dure plus de 24 heures. Et puis, il va soit s'améliorer spontanément, soit après des corticoïdes. C'est un déficit qui sera aussi visualisé, objectif à l'examen clinique du neurologue. On fera attention à ce qu'on appelle les pseudo-poussées, donc c'est les phénomènes qu'on appelle du TOF, c'est le fait de redéclencher un symptôme qu'on a déjà eu lors d'une augmentation de la température corporelle. Donc ça peut être après une activité physique ou dans un contexte de fièvre et d'infection. Alors, comment va évoluer la maladie? On a 2 formes de sclérose en plaques. On a la forme qu'on appelle rémitante, qui va évoluer par poussée, qui est la plus fréquente, qui concerne 85% des personnes suivies pour une sclérose en plaques. Donc, sur le petit schéma à côté, la poussée est représentée par le petit trait vertical. Donc, c'est des symptômes qui vont apparaître, puis disparaître spontanément ou après corticothérapie. Et une deuxième poussée peut apparaître quelques semaines, quelques mois, voire plusieurs années après cette première poussée. Donc ça, on ne peut pas le savoir au moment du diagnostic, c'est très variable d'une personne à l'autre. Parfois, la poussée peut laisser des séquelles, et puis quand les poussées forcément vont se répéter, à terme, on peut avoir des séquelles plus importantes. Et au bout de quelques années, de façon variable d'une personne à l'autre, on peut évoluer vers une forme qu'on va appeler secondairement progressive, où là, c'est plus des difficultés à la marche qui vont apparaître progressivement. Cette forme progressive, elle est liée à l'atteinte de l'axone dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, quand la gaine a été totalement grignotée par les poussées inflammatoires, elle atteint l'axone et à ce moment-là, on a le handicap qui apparaît. Donc c'est vrai que sur ces formes progressives, pour l'instant, les traitements sont encore un peu difficiles et nos traitements à l'heure actuelle agissent surtout sur les plaques inflammatoires qui vont toucher la myéline, parce qu'on ne sait pas encore refabriquer de la myéline ni refabriquer de l'axone. Et puis dans 15% des cas, on a les formes qui vont être d'emblée progressives, où on va avoir des difficultés à la marche, une fatigue qui va apparaître de façon progressive, plus insidieuse. Et là, le diagnostic est parfois un peu plus difficile à faire. Il faut au moins 1 an de recul pour pouvoir aboutir au diagnostic. Pour aider le médecin, le neurologue à la prise en charge des patients et au suivi, peut-être dans les courriers, vous verrez passer ce qu'on appelle le score EDSS, ce qui nous permet de suivre l'évolution du patient. Alors, il part de 0, où la personne peut faire ses activités normales, n'a pas de déficit, et peut évoluer jusqu'à 10 avec l'apparition progressive des difficultés à la marche. Le seuil auquel on essaye de faire attention, c'est ce qu'on appelle le DSS 3. C'est à partir de ce score 3 qu'on va voir apparaître peut-être une limitation un peu plus importante du périmètre de marche, ce qui est souvent diminué en dessous de 500 mètres.
Et maintenant, quelle est l'évolution actuelle de la maladie? Donc, c'est vrai que depuis une vingtaine d'années, on a beaucoup de traitements qui sont apparus, dont ma collègue va vous parler. Et puis, on fait le diagnostic beaucoup plus précocement. Et en fait, donc, cette étude qui est parue récemment en 2020 permet de montrer en fait que la proportion des patients qui, au moment du diagnostic, ont atteint un score EDSS 3 a nettement reculé avec l'avancée des thérapeutiques et le fait de faire un diagnostic beaucoup plus précocement. Donc là, en 2017, vous voyez en bleu, c'est les personnes, la proportion de personnes, donc qui est quasiment nulle, qui a un score EDSS à 3. Et il n'y a pour l'instant presque pas de rouge, donc on recule vraiment l'apparition de ce handicap avec les nouvelles thérapeutiques. Donc je vais maintenant laisser la parole à ma collègue pour vous parler des actualités. Voilà, on a mieux compris effectivement les mécanismes de cette pathologie, mais effectivement il faut bien les connaître pour trouver des pistes thérapeutiques efficaces, pérennes également, des processus pharmacologiques. Vous nous avez cité notamment un mot qui revient souvent, c'est l'inflammation. Donc on imagine qu'on va agir on va essayer de moduler l'immunité et limiter l'inflammation. Vous nous avez parlé de vitamine D aussi, ce sera peut-être, je ne sais pas si ça fait partie de la stratégie. Je vous propose, Mathilde Rasclar, de nous expliquer sur tous ces traitements, de quelles armes pharmacologiques nous disposons aujourd'hui, en 2023, dans le traitement de la sclérose en plaques. Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous, je suis Mathilde Rasclar, je suis chef de clinique dans le service de neurologie du CHU de Poitiers et je vais vous parler des actualités thérapeutiques dans la sclérose en plaques. Donc rapidement, nous allons parler du traitement de la poussée, des traitements de fond dans la sclérose en plaques rémitante, récurrente et progressive, avec les actualités qui sont actuellement associées à ce traitement de fond, mais également des prises en charge associées, des traitements médicamenteux spécifiques et non spécifiques, et un petit mot sur la grossesse, qui est quelque chose qui est important, étant donné que la sclérose en plaques touche souvent des femmes jeunes en âge de procréer. Donc la poussée, comme le docteur Chevillon vous a expliqué, ce sont des symptômes qui persistent pendant plus de 24 heures, pour lesquels on va pouvoir mettre en place un traitement dont l'objectif va être de diminuer à la fois l'intensité et la durée des symptômes et le risque de séquelles en lien avec cette poussée. Le traitement se base sur une corticothérapie, qui est donc un traitement anti-inflammatoire qu'on met à haute dose, soit par voie intraveineuse, soit par voie orale, pendant 3 à 5 jours. Concernant les traitements de fond, l'objectif de ce traitement de fond, qui est donc un traitement à prendre tous les jours pour essayer de limiter la survenue des poussées. Pour ça, on va se baser sur l'objectif sera l'absence d'activité clinique, donc l'absence de nouvelles poussées, et aussi l'absence d'activité radiologique, donc l'absence de nouvelles lésions qui apparaissent à l'IRM, d'où l'intérêt de faire les IRM régulièrement pour vérifier qu'il n'y ait pas d'activité qui apparaisse. L'objectif aussi est de prévenir la progression du handicap, de l'arrêter ou de la freiner quand cette progression est enclenchée. Et tous ces traitements sont évalués selon 3 dimensions, qui sont l'efficacité, la tolérance et les risques associés. Donc si on schématise, on a d'abord les traitements de première ligne, qui sont des traitements plutôt immunomodulateurs. On a également des fumarates ou inhibiteurs de la pyrimidine et les interférons. Dans un deuxième temps, on peut passer à un traitement de deuxième ligne, où là, on aura des molécules qu'on dit anti-CD20, inhibiteurs des molécules d'adhésion, S1P ou traitement de reconstitution immunitaire. Et enfin, on parlera un petit peu de l'autogreffe de cellules souches hématopoïétiques. Donc les traitements de première ligne, ce sont des traitements qu'on dit immunomodulateurs. Donc il y a moins d'effets indésirables, car ce ne sont pas des médicaments qui vont baisser complètement l'immunité. Comme vous expliquait le docteur Chevillon, la sclérose en plaques, c'est une hyperactivation du système immunitaire de globules blancs. Donc une des possibilités avec ces traitements immunomodulateurs, c'est d'essayer de le réguler, mais sans baisser l'immunité du patient. Donc moins d'effets indésirables, moins de surveillance du coup, moins de prise de sang, moins d'évaluation et une meilleure tolérance de manière générale. Il y a 2 formes, la forme sous-cutanée, pour certains médicaments 1 fois par semaine, 3 fois par semaine ou tous les 15 jours, et également des médicaments qui sont par forme orale.
Les traitements de deuxième ligne, eux, sont des traitements immunosuppresseurs. Donc là, ça va être des médicaments qui vont baisser le taux de globules blancs et ont donc plus d'effets indésirables et notamment infectieux, avec un risque qui est augmenté par rapport à la population générale. On a donc besoin d'une surveillance clinique et biologique qui est plus régulière. Là aussi, plusieurs formes en fonction du médicament, soit orale avec des comprimés, soit sous-cutanée, donc une injection une fois par mois qui peut se faire à la maison, soit en forme intraveineuse, et donc à ce moment-là, c'est forcément en hôpital de jour à l'hôpital, et selon les traitements, c'est une fois par mois ou une fois tous les 6 mois. Donc il y a la question actuellement de comment est-ce qu'on introduit les médicaments. La première façon est d'introduire d'abord un traitement de première ligne, c'est ce qui se fait le plus actuellement, et que si jamais il y a une activité clinique ou radiologique malgré ce traitement de première ligne, on passera à un traitement de deuxième ligne, plus fort, immunosuppresseur, avec peut-être plus d'effets indésirables. Il y a aussi possibilité de commencer par un traitement de deuxième ligne d'emblée, mais qui sera surtout chez des patients qui ont une sclérose en plaques qui a un risque plus élevé de progression, et donc plus d'effets indésirables et une surveillance qui est rapprochée. Dans tous les cas, on sait que la fenêtre thérapeutique est importante et qu'il y a besoin d'un traitement précoce avec une intensité du traitement, comme on l'a dit, qui est adaptée à l'activité de la maladie. Tout ça dans l'objectif de diminuer le risque de poussée et de handicap et de progression. Au niveau des actualités dans les traitements de fond de la sclérose en plaques, notamment rémitante récurrente, on va d'abord parler de l'autogreffe de cellules souches. Donc c'est une greffe de cellules souches dont l'objectif est de détruire les cellules immunitaires autoréactives, donc les globules blancs qui sont trop activés dans la sclérose en plaques et qui attaquent le système nerveux, et de reconstituer ce système immunitaire à partir de cellules souches du patient. Ça nécessite donc une chimiothérapie de très haute intensité et donc des effets indésirables qui sont importants, comme toute chimiothérapie. Il y a quand même une mortalité liée à cette prise en charge de 1%, donc ce n'est pas négligeable. Donc on ne la propose pas à tous les patients et on a des cadres très définis pour éventuellement proposer cette prise en charge. Ce sont des patients jeunes qui ont un handicap qui est encore faible, avec, malgré un traitement de deuxième ligne, donc immunosuppresseur bien conduit, des signes d'activité inflammatoire, donc une poussée ou des signes d'inflammation sur l'IRM cérébral. Dans tous les cas, ces dossiers sont discutés en réunion de concertation pluridisciplinaire au niveau national pour poser l'indication de cette prise en charge. Une des nouvelles actualités qu'on a également actuellement, ce sont les inhibiteurs de la tyrosine kinase Bruton, qui est une immunothérapie qui va jouer sur l'inflammation du système nerveux central. Donc ça va jouer sur le système immunitaire directement du cerveau, et ça va également jouer sur le système immunitaire global avec les lymphocytes dont on a parlé qui attaquaient le système nerveux central. Ça va avoir un rôle sur l'immunité, ça va donc avoir un rôle sur l'inflammation, mais il y a des études en cours qui montrent qu'il y a possiblement aussi un rôle sur une inflammation plus chronique et sur l'atteinte de l'axone justement, avec donc possible diminution du risque de progression, voire éventuellement un risque de remyélinisation. Donc il y a actuellement des études qui sont en cours, il n'y a pas de données qui sont encore sorties aujourd'hui, mais on les attend avec impatience. Enfin, la question qui est primordiale, c'est celle de la remyélinisation, donc de la reformation de l'axone qui a été détruit par cette inflammation. Actuellement, on n'a aucune thérapeutique qui permet de reconstruire l'axone et donc d'enlever le handicap qui s'est installé. On a des études qui travaillent là-dessus. On a déjà identifié de nombreuses cellules qui pourraient être en cause dans ce processus de remyélinisation. Et donc, ça nous fait des cibles intéressantes pour les nouvelles thérapeutiques. On a des études récentes qui vont dans le bon sens, mais ce sont des études au stade préclinique ou biologique. Donc, il n'y a actuellement aucune étude sur l'homme ou sur l'humain. Ce sont des études qui évaluent les animaux ou sur les molécules, mais qui ont montré des signes encourageants, notamment sur des nerfs optiques de souris ou sur certains anticorps. Et ces études ont permis de faire évoluer avec d'autres évaluations, notamment de stimulation électrique, d'implantation de cellules souches neurales ou de cellules précurseurs. Donc tout ça sont des pistes thérapeutiques qu'on a actuellement, mais qui sont encore à un stade vraiment très bas, très préclinique et biologique, et donc pour laquelle on attend des avancées et une application sur l'homme, mais qui ne sont pas encore d'actualité aujourd'hui.
Pour ce qui est de la forme progressive, donc secondairement progressive ou primaire progressive, comme l'a dit le docteur Chevillon, ce sont des formes où l'inflammation joue peu et c'est surtout ce qu'on appelle de la neurodégénérescence, c'est-à-dire l'atteinte de l'axone secondaire à cette inflammation. Actuellement, les traitements qu'on a, dont on a parlé jusque-là dans la sclérose en plaques, ce sont beaucoup de traitements anti-inflammatoires. Donc on n'a aucun traitement qui joue une fois que l'axone a été détruit. Et donc, comme je vous en parlais juste avant, on a des études en cours pour essayer d'évaluer des médicaments, pour essayer de limiter cette atteinte de l'axone ou essayer de le reformer. Mais on n'a actuellement malheureusement pas de traitement directement sur la progression. Ce qui est important notamment, ça va être la prise en charge associée aux médicaments. Donc, comme on en a déjà un petit peu parlé, la mise à jour des vaccinations qui est très importante dans le contexte où les traitements dont je vous ai parlé sont des traitements immunosuppresseurs. Donc baisse l'immunité et on est donc plus à risque de faire des infections, certaines infections qu'une personne qui n'aurait pas ces traitements, donc quelqu'un de la population générale, ne serait pas sujet de faire. Donc c'est pour ça qu'on est un petit peu plus vigilant sur les vaccinations et qu'on propose des vaccinations un peu plus poussées que quelqu'un qui n'aurait pas ces médicaments, notamment contre l'hépatite B ou contre le pneumocoque, qui sont respectivement un virus et une bactérie. Et on remet à jour les vaccinations contre la rubéole, les oreillons et la rougeole si ça n'avait pas été fait dans l'enfance, contre la varicelle s'il n'y avait pas eu d'antécédent d'infection pareil auparavant, et l'importance de la vaccination contre la grippe et contre le Covid tous les ans pour éviter les infections quand on a une sclérose en plaques et qu'on est à risque de faire des formes plus graves. Concernant les cancers, c'est la même chose. Il est important de faire le dépistage de la population générale et de faire un suivi dermatologique et gynécologique régulier dans le contexte de traitement et d'une surveillance accrue. Dans toutes ces prises en charge, on a un réseau de prise en charge globale dont on va vous parler aujourd'hui, avec des équipes pluridisciplinaires de coordination avec la ville et l'hôpital pour une prise en charge le plus personnalisée possible avec les patients. On a notamment aussi des infirmières spécialisées dans l'éducation thérapeutique et des infirmières dans la maladie qui permet la coordination, les consultations dédiées et donc l'éducation et le contact avec les patients. Et nous allons en reparler en première table ronde tout à l'heure. Nous recevrons 2 infirmières du centre hospitalier de Niort. Un petit mot sur la grossesse. Alors, je suis désolée, ça fait beaucoup d'informations. Ce qui est important, c'est d'anticiper la grossesse, parce qu'on sait que le risque de pousser pendant une grossesse est corrélé au nombre de poussées qu'on a fait l'année précédant cette grossesse. Donc il est important d'anticiper la grossesse et d'essayer que la sclérose en plaques soit le plus équilibrée possible avant la grossesse pour que la grossesse se passe le mieux possible. Dans tous les cas, il n'y a aucune contre-indication à avoir une contraception en lien avec les médicaments ou avec la maladie. Certains médicaments sont compatibles avec la grossesse, donc il nécessite d'adapter le traitement si le médicament que le patient avait auparavant n'était pas compatible pour qu'il y en ait un qui soit compatible. Et dans tous les cas, que ce soit avec ou sans traitement en lien avec la sclérose en plaques, il n'y a pas de surrisque de fausse couche, de petit poids de naissance ou de prématurité. Le suivi obstétrical est identique à la population générale, donc il n'y a pas de surrisque en lien avec la sclérose en plaques. Donc on va vers la maternité adaptée à la grossesse. Il peut y avoir une anesthésie en lien avec une césarienne ou avec une péridurale. Pas de contre-indication au déclenchement de l'accouchement, ni à la rééducation du postpartum. Et enfin, pour l'allaitement, pareil que pour la grossesse, certains traitements sont compatibles également avec l'allaitement, donc il faut également l'adaptation. Associés, on va avoir des médicaments qui sont non spécifiques, mais qui vont aider pour les symptômes. Donc ça va être les traitements des douleurs, donc on dit neuropathiques pour atteinte des douleurs liées aux atteintes des nerfs, qui sont principalement des antiépileptiques ou des antidépresseurs. Les traitements de la spasticité, de la fatigue, dont le principal traitement reste l'activité physique et la rééducation. Des traitements de la difficulté de la marche et éventuellement des traitements des difficultés urinaires avec des traitements spécifiques, voire des stimulations tibiales qui sont des traitements non médicamenteux ou la réalisation d'autosondage. Et enfin, du coup, les traitements non médicamenteux associés qui sont très importants et sont vraiment la pierre angulaire de la prise en charge, avec à la fois de la kinésithérapie et de l'ergothérapie pour tout ce qui est travail de renforcement musculaire, de l'équilibre et de la spasticité, l'orthophonie à la fois pour la stimulation cognitive et la rééducation à la déglutition, la psychologue, comme dans toute maladie chronique, il y a forcément un retentissement au quotidien, et aussi une prise en charge avec les médecins physiques et réadaptation pour faire des séjours de réhabilitation, mais il y a également des bilans qu'on appelle urodynamiques, donc des bilans d'évaluation de la vessie
pour éventuellement mettre en place des traitements médicamenteux ou non médicamenteux pour aider au quotidien. Le centre antidouleur pour le traitement des douleurs qui peut avoir aussi des aides non médicamenteuses et toute la prise en charge associée, assistante sociale et MDPH. Voilà, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Alors peut-être qu'il y a des questions, moi j'en ai une déjà, mais je vous laisse la priorité s'il y a des questions au docteur Chevillon ou au docteur Rasclar, tant sur le traitement que sur la physiopathologie, la pathologie elle-même, sur les pistes de recherche également, puisqu'on a parlé de pistes prometteuses, même si elles sont encore très précoces, ces pistes. Alors, oui, je vous en prie. Alors, on va vous passer un micro. Je voudrais poser une question qui concerne les fuites urinaires, donc les problèmes des vessies hyperactives. Parce qu'on m'a dit que pour beaucoup de cas de sclérose en plaques, c'est les Botox qui fonctionnent. Mais je ne sais pas. J'aimerais bien, avant qu'on puisse me faire parce qu'apparemment, c'est tous les 6 mois qu'on nous fait une piqûre. Alors, ça tombe bien parce qu'on a 2 médecins neurologues qui sont avec nous, mais c'est surtout que j'imagine que vous avez un médecin et je pense que la réponse va être adaptée en fonction de chaque situation de patient, mais je leur passe la parole. Alors, soit le docteur Chevillon, soit le docteur Rasclar. Alors après, c'est ce qu'expliquait Mathilde. En fait, c'est souvent les médecins en médecine physique et réadaptation qui vont faire les bilans de votre vessie, voir comment elle fonctionne. C'est ça le bilan urodynamique. Et effectivement, eux peuvent faire la toxine du coup. Après, peut-être il y a des urologues aussi qui font la toxine, je ne sais pas, au CHU. Donc c'est plutôt vers un médecin de rééducation physique et réadaptation qu'il faut vous orienter pour la toxine. Mais oui, c'est un des traitements qui peut être mis en place pour l'incontinence. Oui. Oui, je précise une chose, c'est que tout a été essayé et donc on arrive à cette dernière solution. Bilan urodynamique, etc., autosondage, etc. Donc voilà, elle se pose la question et on peut comprendre. Donc, est-ce que c'est une solution à envisager? C'est ça, la toxine botulique. Est-ce que c'est une solution à envisager? On est dans un contexte qui n'est peut-être pas dans l'autorisation de mise sur le marché du médicament? Ah si, c'est mis en place et utilisé, oui. Après, voilà, ça va dépendre des résultats du bilan urodynamique. Donc c'est pour ça, comme c'est les médecins de rééducation qui font ça, c'est eux qui vont quand même poser l'indication et la possibilité de le faire. Et après, quand ça ne fonctionne pas, effectivement, ça peut être, dans certains cas, la chirurgie avec les urologues. Là, c'est un peu plus compliqué. Voilà, le bilan urodynamique a été fait, enfin tout a été fait. Et c'est une solution qui est envisagée. Oui. Donc ça peut, oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant ce qu'on vient d'écouter? Moi, j'ai une question concernant la vitamine D. Enfin, vous avez parlé de cette possible cause qui est la carence vitamine D, liée notamment à quelque chose qui nous fait penser à ça, c'est le fait qu'il y a un gradient nord-sud. Est-ce que ça veut dire qu'il faut vraiment donner un coup d'accélérateur sur la prescription de vitamine D? Et dans tous les cas, est-ce que c'est plus pour une catégorie de patients? Voilà, je me pose la question. Alors, il n'y a pas de recommandation sur la prévention en population générale. On ne dose pas la vitamine D à toutes les personnes pour savoir si elles ont une carence. Et ce n'est pas un facteur direct. Ce n'est pas parce qu'on a une carence en vitamine D qu'on va forcément avoir une sclérose en plaques. Après, nous, on la surveille de façon au moins annuelle, donc au moins tous les ans, chez nos patients, parce qu'on sait que le fait d'avoir une carence en vitamine D, c'est aussi un surrisque éventuellement pour faire des poussées. Donc, on la surveille et on la supplémente si jamais il y a cette carence. Mais il n'y a pas de recommandation sur le dépistage dans la population générale. Il y a eu des études ou pas sur la prévention spécifique Oui. Oui, il n'y a pas eu de démonstration significative pour la prévention. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions concernant la pathologie, les mécanismes? Oui, une question là-haut.
Oui, j'aurais plutôt une question sur de la prévention. Vous avez parlé de la génétique. Je parle du cas d'une famille où il y a 5 cas de CEP sur une même famille, donc 3 frères et sœurs, et ça descend une génération sur une fille et un garçon. L'inquiétude, c'est que la génétique suit encore les petits-enfants. J'avoue qu'on est inquiet. Ce sont des formes rémittantes en majorité, je dis. Après, il n'y a pas de règle à effectuer auprès du dépistage, par rapport aux petits-enfants, par exemple. Après, c'est vrai que s'ils développent le moins de symptômes, effectivement, il faudra qu'ils aillent consulter un neurologue, mais il n'y a pas de traitement préventif à instaurer pour éviter que la maladie n'apparaisse, en fait. Si ce n'est effectivement qu'ils soient suivis médicalement régulièrement et qu'au moindre déficit neurologique ou symptômes neurologiques qui apparaissent, que le bilan soit fait. Mais comme il n'y a pas de traitement préventif, pour l'instant, on ne peut rien proposer. Donc on croise les doigts et on y croit. Pour l'instant. Après... Mais ce n'est pas une maladie génétique, vous avez dit. Non, il y a une susceptibilité génétique, comme j'ai expliqué, mais il n'y a pas un gène en particulier qui permet d'être sûr de développer les symptômes, en tout cas. On a sur les maladies génétiques dégénératives, oui, d'accord. Justement, concernant la recherche, vous qui êtes médecin et qui suivez ça de près, est-ce que selon vous, on pourrait aller encore plus loin, ça pourrait être encore plus rapide? C'est vrai qu'on parle beaucoup de cancer, de diabète, la sclérose en plaques, on n'en parle pas tant que ça au niveau national dans les médias. Est-ce que ça, par rapport à ces maladies que je viens de citer, est-ce que vous pensez qu'on a pris du retard? Alors, du retard, je ne sais pas. En tout cas, c'est une actualité très importante dans la neurologie. La sclérose en plaques est, je pense, la maladie neurologique pour laquelle il y a le plus de recherche actuellement et le plus de développement de traitement. Tous les laboratoires sont sur le développement de traitement, sur la recherche. Donc, par rapport aux autres traitements, par rapport aux autres maladies, qui sont moins connues, c'est difficile de comparer. Mais en tout cas, pour la neurologie, c'est la maladie où il y a le plus de recherche actuellement, ça c'est sûr. J'ai un petit peu plus de recul par rapport à Mathilde. Et quand j'ai commencé mes études de médecine, il n'y avait presque pas de traitement, en fait. C'était les immunomodulateurs dont elle a parlé. Donc, c'était que des formes qui permettaient de ralentir un peu. Mais en 10 ans, il y a eu énormément de progrès et beaucoup plus de molécules qui sont arrivées sur le marché. Et d'où le recul de l'évolution quand même du handicap. Même si, ça reste difficile. Il y a énormément de recherche et de progrès depuis les 10 dernières années. Et ça va continuer. Le graphique que vous montriez, le tableau que le vous dernier montriez, graphique, c'est ça. Oui. Et par rapport à ces nouveaux axes de recherche, à la remyélinisation, c'est quoi l'idée? C'est qu'il faut encore 10, 20 ans de développement des médicaments? Alors, ça va être difficile de vous répondre, mais je le sais, c'est que ça va être difficile, mais je vous pose quand même la question. Plusieurs années, oui, c'est sûr. Là, on est vraiment qu'au stade où on l'étudie sur les animaux ou sur vraiment des molécules en laboratoire. Après, il y a au moins 4 phases d'évaluation sur l'homme avant que la molécule soit mise sur le marché, avec à chaque phase des études qui doivent prouver l'efficacité, qui doivent prouver qu'il n'y a pas d'effet indésirable grave. Donc oui, on est sur plusieurs années, je pense, avant qu'on arrive à l'aboutissement d'un médicament, malheureusement. Au niveau international, j'imagine que la recherche s'organise aussi dans le cadre de la sclérose en plaques. Tout à fait. Les recherches sont internationales, on a des congrès internationaux à ce niveau-là. Quelles sont les zones d'ombre qui persistent quand même et qui permettraient peut-être de franchir une autre étape dans le traitement pharmacologique, j'entends, de la sclérose en plaques? Là, il y a énormément de recherches sur la progression. C'est la cible actuellement des thérapeutiques, c'est sur la progression. On a beaucoup de traitements qui sont développés, comme disait Dr Chevillon, sur la partie inflammatoire, avec énormément de traitements qui sont sortis là sur les 10 dernières années, mais aucun, malheureusement, à partir du moment où la progression et le handicap s'installent, avec l'atteinte plus de l'axone que l'inflammation et l'atteinte de la myéline. Donc là, les recherches actuellement sont là-dessus, avec notamment ces inhibiteurs de la tyrosine kinase, qui est un espoir dans cette voie-là, mais pour lequel on est encore trop tôt pour savoir exactement l'impact que ça aura. Tyrosine kinase de Bruton, c'est ça? Oui, tout à fait. Que vous disiez. Est-ce qu'il y a des questions à nouveau? Oui. Merci. C'était juste pour rebondir à ce que disait la dame par rapport au fait que ce soit une maladie génétique. J'ai lu récemment, donc je ne suis pas sûre, donc je vous pose la question,
qu'en fait, en ce moment, il y a une recherche qui est faite. Et en gros, si par exemple on trouve des lésions sur des IRM auprès de patients qui n'ont pas encore fait de poussée, apparemment, la recherche est en train de réfléchir à instaurer un traitement en amont, une fois qu'on trouve une lésion, sans forcément qu'il y ait de poussée. Et selon les résultats, eh ben, ça permettrait de limiter le risque de développer la maladie et de faire des poussées a posteriori. Alors oui, c'est dans un cadre très spécifique qu'on appelle des syndromes radiologiquement isolés. Ce sont des cadres où on découvre de manière fortuite des lésions à l'IRM cérébral qui ressemblent à des lésions de sclérose en plaques chez des patients qui n'ont pas développé de poussée et de symptômes en lien avec ces lésions-là. Et on sait que ces patients qui ont des lésions, selon certains facteurs, on a des facteurs de mauvais pronostic associés, sont à risque de déclarer une sclérose en plaques avec des symptômes. Et donc dans certains cas, c'est vraiment encore très codifié, c'est encore en cadre de l'étude. Il va y avoir probablement des recommandations très prochainement là-dessus, mais on n'en a pas encore. Mais effectivement, dans certains cas, quand on voit qu'il y a ces lésions, qu'on a des risques que ce patient-là va développer une sclérose en plaques, on peut discuter de mettre en place un traitement pour essayer de ralentir et de limiter les symptômes. Après, c'est difficile aussi du point de vue du patient parce qu'on n'est pas malade, on va bien, on a découvert ces lésions pour une IRM qu'on a faite pour complètement autre chose. Et donc, ça veut dire prendre un médicament tous les jours alors qu'on n'a pas de symptômes. Donc, c'est aussi la difficulté. Et c'est pour ça qu'on ne le propose pas à tout le monde. On va reprendre le micro et vous allez redire. Oui, de ce fait, je me disais que ça pouvait peut-être être utile pour cette dame pour qui sa famille a beaucoup de cas de CEP. Donc si les petits-enfants, par la suite, si jamais on trouve des lésions, après ça va voir avec le médecin. Alors, il n'y a pas de recommandation sur les réalisations d'IRM de façon systématique s'il y a de l'entourage familial, comme il n'y a pas de relation génétique directe. Donc il n'y a pas de dépistage à faire. Mais effectivement, après, chaque cas est différent et donc ça dépendra de l'évolution des patients. Non, après, il ne faut pas oublier que les traitements qu'on va instaurer, ils ont quand même des effets secondaires. Et c'est vrai que mettre un traitement alors qu'on ne sait pas comment ça va évoluer, il y a le risque aussi des effets secondaires. C'est des traitements immunosuppresseurs qui diminuent beaucoup les défenses immunitaires quand même. Donc voilà, c'est toujours la balance bénéfice-risque. On a eu ce débat aussi en oncologie, finalement, où on diagnostique, est-ce que les cancers vont se développer ou pas, on ne sait pas. Après, là, c'est du dépistage dans les cancers, donc on dépiste régulièrement. Là, ça serait même traité avant qu'il y ait les symptômes chez quelqu'un qui a juste des lésions sans aucun symptôme neurologique. Donc, Et justement, on parle de cette imagerie médicale. J'imagine que ça aussi, les progrès en imagerie médicale ont été très bénéfiques pour vous, médecins neurologues, pour justement mettre en place des traitements plus précoces. Vous parliez de 9 lésions il y a quelques années, maintenant 1 ou 2. C'est, j'imagine, grâce au progrès aussi de l'imagerie. Oui, alors on a des IRM qui sont plus performantes, mais là, c'est aussi qu'on a vu que finalement, des personnes qui avaient d'emblée 9 lésions inflammatoires avaient un risque d'évoluer encore plus vite. Donc, on sait qu'avec simplement 2 lésions maintenant, une ponction lombaire positive, on est à fort risque de développer une Oui, c'est pas qu'elle maladie n'était pas visible en fait. Non, les IRM étaient déjà assez performantes, mais c'est juste les critères qui ont changé. Mais on a quand même des IRM encore plus performantes, oui. Qui permettent de détecter des lésions, détecter des hypersignaux, oui, un petit peu plus, qui pourraient être moins visibles sur une IRM qu'on appelle 1,5 Tesla par rapport à la 3, mais c'est que ça reste quand même très bien au niveau de la. Est-ce qu'il y a d'autres questions, docteur Chubillon et docteur Rasclar, respectivement du centre hospitalier de Niort et du CHU de Poitiers? Oui, là-haut. Je sais pas, oui. Je présente cette pathologie contre mon gré, bien sûr, et je m'interroge parce que je ressens continuellement une asthénie, une fatigue tous les soirs. J'ai pas l'impression de faire plus qu'avant, bien au contraire. Et comment on l'explique ça? Ça vient d'où ça? C'est la maladie en elle-même. Après, il n'y a pas d'explication. Il y a le handicap physique qui peut jouer. Après, la fatigue est le symptôme le plus fréquent en fait, dans la sclérose en plaques. Après, par rapport au traitement, on sait que l'activité physique, la prise en charge en rééducation, vont jouer beaucoup sur ça. Après, il y a quelques médicaments aussi qui peuvent avoir un effet
bénéfique. Mais après, pourquoi il y a une fatigue? C'est la maladie en elle-même. Je ne sais pas. Non, j'ai pas bien plus à rajouter. Effectivement, malheureusement, c'est un des symptômes les plus fréquents et pour lequel on n'a pas beaucoup de traitement. Et à part la rééducation, le travail, l'activité physique, effectivement, pour essayer de réhabiliter son corps à cette fatigue, on n'a pas bien d'explication ni de traitement. Une chose, parfois, ça peut être les troubles du sommeil qui peuvent jouer aussi, dont on n'est pas forcément conscient. Donc voilà, c'est des choses qui peuvent être explorées aussi pour expliquer la fatigue. Le fait de se lever régulièrement la nuit pour aller uriner, par exemple, ça peut du coup retentir sur la fatigue la journée. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent expliquer la fatigue. Merci. Et ce sera la dernière question pour vous. En attendant, moi je me posais la question par rapport au virus d'Epstein-Barr, vous en avez parlé. Est-ce que là aussi c'est une piste à creuser? C'est-à-dire, est-ce qu'il faudrait mieux le soigner? Est-ce qu'il faut mieux soigner aujourd'hui une mononucléose infectieuse, par exemple, chez une personne? En fait, la population générale a été en contact avec le virus sans forcément développer la mononucléose. En fait, dans la salle, je pense que beaucoup de personnes l'ont. C'est 90% de la population générale. Après, pourquoi certaines personnes vont développer une SEP plutôt que d'autres, ça, on ne sait pas vraiment. Il n'y a pas de traitement spécifique par rapport à ça. Oui, moi je voulais demander, est-ce que quand la maladie débute, est-ce que l'activité physique est importante et peut faire régresser la maladie? Alors oui, elle est importante. Faire régresser la maladie, ça va être difficile de vous répondre. Mais en tout cas, stabiliser peut-être. Alors, elle n'aura pas de rôle sur la poussée en tant que telle. De faire une activité physique, ça ne va pas empêcher l'inflammation, ne va pas empêcher les lymphocytes d'attaquer le cerveau. Par contre, ça va aider sur l'installation du handicap. C'est-à-dire qu'on sait que en faisant de l'activité physique de façon régulière, on limite la spasticité, qui est un des handicaps majeurs en lien avec la sclérose en plaques, le fait qu'on ait du mal à bouger, on a des rétractions au niveau des tendons en lien avec la difficulté de mobilisation. Donc on va jouer surtout là-dessus, sur garder la marche, garder l'équilibre, faire du renforcement musculaire. Après, on ne limitera pas les poussées par l'activité physique. On essaiera de limiter la progression et de limiter le handicap surtout. Eh bien, c'est une transition toute trouvée pour justement la table ronde qui va suivre sur la prise en charge des personnes ayant une sclérose en plaques étape par étape. Et on va voir effectivement que la rééducation, l'éducation thérapeutique, tout ça, ce sont des choses qui ont aussi permis d'évoluer dans la stratégie, dans la prise en charge, dans l'accompagnement. Merci beaucoup. Je vous propose, on peut applaudir le docteur Chevillon et le docteur Rasclar pour leur présentation très claire. Elle reste à votre disposition tout à l'heure à la pause, bien entendu.